Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. La clôture des travaux de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. La cérémonie s'est déroulée samedi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en présence des apprenants et autres cadres. Vous aurez d'amples informations dans ce journal. À Massanta, une équipe technique du ministère de l'Industrie et des PME visite les installations de l'usine de thé de la localité. L'objectif est de la relancer le plus rapidement possible en tenant compte des besoins du moment. À la fin de cette édition, nous irons à Dalaba, préfecture qui a abrité le lancement de la saison touristique 2024-2025. Là-bas, nous vous montrerons le paysage fascinant de la ville. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, fin des travaux de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. La cérémonie s'est déroulée ce samedi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en présence des étudiants, représentants de jeunes et des conseillers du CNT. Marie-Angélique Pangora. Le Conseil national des jeunes est plus que jamais engagé à outiller la couche juvénile sur plusieurs sujets liés à leur épanouissement. L'avant-projet de la nouvelle constitution est d'actualité. Elle ouvre une brèche sur tout ce qui concerne la jeunesse de Guinée. De passage dans les différentes universités du pays, le message du Conseil national des jeunes est clair. Amener les jeunes à comprendre les enjeux de la nouvelle constitution et solliciter leur engagement. Cette action n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Continuons à travailler ensemble, à débattre, à proposer et à construire, car le Conseil national de la transition et son président, l'honorable président Dr Dansa Kourouma, nous a donné la parole et notre voix compte. Depuis le début de cette campagne, nous avons eu l'opportunité d'approfondir une compréhension de ce test fondamental, d'échanger avec des experts, de confronter au moins nos idées et d'affirmer notre engagement citoyen. Elle a été une école de démocratie et de responsabilité. Cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution pour la jeunesse en Guinée est un événement marquant qui souligne l'importance de la participation des jeunes dans le processus constitutionnel. L'avant-projet est déjà à l'ordre du jour dans certaines institutions d'enseignement préuniversitaire. C'est le cas de l'école Châteaubriand de Coléa. Elle s'est illustrée lors de sa prestation portant sur l'amour de la patrie. Pour les acteurs porteurs de ce projet, l'accompagnement des jeunes est primordial. Je prendrai la parole lors d'une plénière pour dire ça au Conseil national. Je dirais que nous n'avons pas passé la nuit pour rien et que nous n'avons pas eu tort de vous consulter. Parce que pour la première fois, la Constitution qui était censée être un texte élitaire, c'est-à-dire une chose qui est l'apanage des élites, des grands intellectuels, de ceux qui sont haut placés, je suis content de savoir aujourd'hui que au niveau des élèves de la 10e année, on est capable de décortiquer la Constitution et de dire ce que c'est que la Constitution. Ce dialogue entre jeunes et conseillers du CNT dans les universités de Guinée a permis au Conseil national des jeunes à mieux se positionner et valider son engagement à accompagner ce projet constructif pour le développement de la nation guinéenne. L'éducation et la formation des jeunes sont déjà en ligne de mire dans l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne. Bientôt la clôture du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. À la baie à Kindia, la dernière cohorte de 200 cadres intermédiaires est en formation depuis le 6 janvier dernier. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la chef du projet s'est rendue dans les préfectures concernées. La suite avec Mamadi Terna Kamisoko. À la baie, ils ne sont plus qu'à une dizaine de jours pour valider leur certificat. Après plus d'un mois de formation intense sur les différentes facettes de l'administration publique, les 100 cadres intermédiaires de la région reçoivent la chef du PAPAP, projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Une évaluation à mi-parcours qui a permis à Sérégbé Keïta d'écouter les auditeurs sur la qualité de la formation et la contribution des facilitateurs de l'Institut français de Guinée et de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Nous apportons énormément de choses à ces nouveaux cadres. Et certains ont duré dans l'administration,
Mais sauf qu'il faut les apprendre en français de l'administration. En français de l'administration, c'est les outils à comment faire un PV, un procès verbal, un compte rendu, leur montrer la différence entre le PV et le compte rendu parce qu'ils l'écrivent toujours de la même façon. Et aussi leur apprendre à écrire une lettre administrative à format administratif et une lettre administrative à format personnel, leur faire la différence et leur montrer comment est-ce qu'on écrit un courrier et comment est-ce qu'on gère le courrier jusqu'à destination. Pendant ces 5 semaines, moi personnellement, mes capacités ont été renforcées parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans l'administration que j'ai connues à partir de cette formation. Je considérais mes collaborateurs comme si c'était des subordonnés, mais j'ai su que et sans ces collaborateurs, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir le résultat au niveau de mon service. Le même exercice à India, dans la capitale des agrumes, 100 autres cadres intermédiaires bénéficient de cette initiative du ministère du Travail et de la fonction publique. Sur le terrain, le constat de la mission de supervision est plus que satisfaisant. Dans les 2 régions, c'est qu'il y a une nette évolution des formateurs. Depuis Zérékoré que la formation a débuté, on voit bien qu'il y a une progression, une appropriation des techniques de formation. Je souhaiterais que cette région fasse 100% de réussite parce qu'on a constaté qu'à Zérékoré, on était à 97%, à Kankan 99%. Ici, on fait 100% avec en plus au moins les 2 ou 3 premières des femmes. Ce sera vraiment une réussite totale du projet dans les 4 régions. Lancée le 6 janvier dernier, la formation des 200 cadres intermédiaires des régions de l'Abbé et Kindia prend fin le 21 février prochain. Elle viendra clôturer cet ambitieux programme de formation de l'administration déconcentrée, financé par l'Agence française de développement pour un coût global d'1,3 million d'euros. Inviter le secteur privé à se formaliser afin de participer au régime fiscal est l'objectif visé par la Direction générale des impôts. Pour y arriver, une mission conduite par la directrice générale par intérim a rencontré les cadres de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour: parvenir à une collaboration fructueuse et le plaidoyer pour l'annulation de certaines taxes. Amadou Touré, reportage. C'est une mission de la Direction générale des impôts qui est reçue à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Au menu des débats, les voies et moyens pour une promotion du civisme fiscal et l'incitation à la formalisation des entreprises locales. L'objectif visé aujourd'hui, c'est de mettre un cadre de concertation pérenne entre la Direction générale des impôts et le secteur privé. Nous savons que la Chambre de commerce est la porte d'entrée du secteur privé. Nous voulons élargir l'assiette. Remercier le président, le général Mamadi Doumbouya, de m'avoir donné l'opportunité de venir auprès de la Chambre pour pouvoir travailler en élargissant l'assiette fiscale qui va se répercuter sur les recettes de la Guinée. En cette période de rareté de l'apport financier extérieur, les autorités guinéennes veulent faire de la mobilisation et de la sécurisation des ressources internes la clé de voûte du succès d'une fiscalité civique. Cela nous démontre la reconnaissance d'une collaboration franche que la Chambre doit mettre en place avec cette Direction générale des impôts. Et c'est le lieu pour nous de féliciter la nouvelle Directrice générale des impôts et de souhaiter qu'elle puisse réussir à sa mission et de remercier et de féliciter le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, la confiance qu'il a placée en elle et que nous rassurons que comme l'ensemble du secteur privé est géré par l'administration de la Chambre et les impôts, de notre côté, nous ferons mieux pour qu'il y ait une harmonie, une collaboration franche entre le secteur privé à travers la Chambre de commerce et la Direction générale des impôts. Ce déplacement des autorités de la Direction générale des impôts dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée a été mis à profit par les responsables de la Chambre de formuler des doléances pour le maintien du taux de précompte à 10% et l'abandon définitif des pénalités de retard du paiement de l'IMF au titre de l'exercice 2025.
Deuxième grand titre de cette édition, à Massanta, une équipe technique du ministère de l'Industrie visite les installations de l'usine de thé de la localité. Pour sa relance, le constat est amer, installation vétuste, moyens limités pour l'exploitation de l'usine et la spoliation du domaine agricole. Abdul Karim Kamara depuis la région forestière. À 6 kilomètres de Massintan, ce joyau industriel sous la Première République reste encore une fierté guinéenne. Mais aujourd'hui, cette fierté est racontée dans une cadence nostalgique. Opérationnelle depuis une dizaine d'années, grâce à un partenariat public-privé, l'usine de thé de Massintan connaît toujours une relance poussive. Ici, l'on compte une poignée de machines parmi tant d'autres vétustes. Quand nous voyons beaucoup d'années que l'usine a fait arrêter, nous pouvons dire Dieu merci aujourd'hui. L'usine est en avance par rapport au temps passé. Comme vous l'avez constaté, l'installation de nouvelles machines. Je remercie le ministère de l'Industrie par rapport à cette mission effectuée aujourd'hui. Parce que leur présence aujourd'hui ici va mettre en lumière toutes les activités que l'entreprise est en train de faire. En immersion gouvernementale, une équipe du ministère du Commerce, Industrie et PME vient s'enquérir des réalités de l'usine qui fait partie aujourd'hui des unités industrielles logées dans le portefeuille de l'État. La relance de cette unité industrielle s'inscrit dans une vision large du chef de l'État portée par la ministre Dr Diaka Sidibé. On a constaté que l'entreprise a vraiment pris des mesures, elle a commencé à s'installer. Nous sommes là justement pour encourager l'entreprise à continuer son plan d'investissement qui va permettre, nous l'espérons, à cette zone d'être dynamique. Dans ces installations où le temps s'est arrêté, le constat révèle à maints endroits la nécessité de moderniser les actifs. Malgré la spoliation du domaine agricole de l'unité par la population, le thé de Massintan refuse de mourir. Nous avons à date une politique nationale de l'industrie qui a été mise en œuvre l'année dernière, donc qui est aujourd'hui un outil très pertinent pour pouvoir vraiment moderniser, innover et aussi mettre en place des stratégies très importantes pour le développement des industries en Guinée. À date, l'usine de thé de Massintan tient 150 emplois directs et indirects, parmi lesquels 3 experts sri-lankais et rwandais qui s'occupent de la plantation et de la production. Pour l'entreprise en charge des opérations, si la relance et la modernisation devenaient une réalité, l'usine pourrait employer jusqu'à 500 personnes. Le ministère de l'Enseignement technique veut impliquer davantage les entreprises dans la formation des apprenants. Pour ce faire, une stratégie nationale de formation par apprentissage et par alternance est élaborée pour favoriser une formation sur place tout en effectuant des formations en entreprise. Autre précision avec Karna Ousmane Diallo. Dans la politique en cours de développement à l'enseignement technique, priorité est accordée aux cours pratiques. En salle de classe, tout comme en dehors des murs des écoles, dans le cadre de leur formation, les apprenants doivent être suivis dans ce sens. L'élaboration d'une stratégie nationale de la formation par apprentissage et par alternance va ainsi permettre d'améliorer leur qualification afin de mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi. Que la Guinée va se doter d'une stratégie de formation par apprentissage et par alternance. Et puis aussi tout le cadre légal et réglementaire qui va avec. Parce qu'on entend parler beaucoup de formation par apprentissage ou par alternance. Malheureusement, nous avons quelques retards. Donc grâce à cette réforme, à cette activité, nous allons pouvoir rattraper ce retard. En Guinée, vous avez déjà un tissu important dans l'artisanat, dans les petites entreprises, mais aussi dans quelques entreprises plus grandes qui offrent des apprentissages professionnels. Donc il faut les valoriser et c'est l'idée de la stratégie. Dans ces réflexions, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, travaille étroitement avec le secteur privé, le syndicat et les partenaires au développement, une démarche inclusive pour donner un nouvel essor à la formation par apprentissage et par alternance. Il est primordial de développer des synergies entre les institutions de formation et des entreprises pour favoriser l'alternance, les stages, les programmes d'insertion professionnelle. Cette collaboration bénéfique permettra d'ancrer la formation professionnelle dans une dynamique pragmatique et efficace. Pour accompagner efficacement cette transformation structurelle de notre économie, selon la vision du chef de l'État en cours de matérialisation dans le programme Simandou 2040,
Il est donc indispensable de doter nos jeunes des compétences techniques, professionnelles et humaines dont ces secteurs porteurs ont besoin. La stratégie nationale de la formation par apprentissage et par alternance va renforcer l'implication du secteur privé dans la formation des apprenants conformément aux objectifs de la politique nationale de l'emploi. Comment améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication pour les étudiants? Le ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec Mouna Technology Group, offre 1000 ordinateurs aux universités et instituts, dont 300 dans le Grand Conakry. L'étape de l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubrika avec Saint-Martin Fancinadona. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers le groupe Mouna Technology, entend offrir aux étudiants un accès amélioré aux outils numériques. L'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubrika bénéficie de ce programme avec 30 ordinateurs destinés uniquement aux étudiants, essentiels pour leur formation académique. Aujourd'hui, avec les outils informatiques que nous avons, donc ces ordinateurs qui sont vraiment de pointe, ça permettra à nos étudiants de faire non seulement les recherches, mais de pouvoir télécharger les cours, de pouvoir visualiser les images, puisque nous sommes dans le domaine de la culture, mais aussi de pouvoir avoir d'autres logiciels pour les tableaux, pour le design et ainsi de suite. Ces ordinateurs seront utilisés dans la préparation des cours, des projets de recherche et des activités académiques, permettant ainsi aux étudiants bénéficiaires de développer leurs compétences en informatique et de se préparer au mieux aux défis du marché de l'emploi. J'ai toujours aimé utiliser l'ordi, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Grâce à cela, aujourd'hui, je vais pouvoir aussi m'intégrer, m'initier dans ce monde d'apprentissage technique et technologique. On a des scénarios à écrire par moment. On a des scénarios à réaliser par moment en tant qu'interprète. Donc l'outil là vient en apport pour la réalisation de ces scénarios. Merci à Mouna Group et nous les remercions et nous les encourageons encore à faire plus pour nous. Les étudiants bénéficiaires sont issus des 4 départements: Beaux-Arts, Arts dramatiques, Musique et musicologie et cinéma. Ils sont tous sélectionnés sur la base du mérite. Un tel programme permet ainsi de réduire la fracture numérique en offrant la possibilité aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'accéder à un ordinateur, outil crucial dans l'évolution du monde numérique. Et puis le projet Femmes Pro-Forêt lutte contre la destruction de l'environnement dans le parc national du Moyen-Bafing à travers la tenue de l'atelier de renforcement de capacité à l'intention des acteurs de la société civile et des femmes leaders du parc national du Moyen-Bafing. La suite avec son Assagnon. Cette formation à l'intention des acteurs de la société civile et des femmes leaders du parc national Moyen-Bafing vise à aider les bénéficiaires à mener d'abord des plaidoyers en faveur des droits des femmes face au changement climatique et de la gouvernance inclusive. En second temps, organiser un réseautage entre ces femmes et les organisations de la société civile sur la justice climatique et les droits environnementaux. Nous avons mis ensemble des leaders d'organisations de la société civile, des femmes leaders, des femmes qui sont présentes dans le parc pour justement que ces organisations de la société civile guinéenne accompagnent ces femmes-là à pouvoir comprendre d'abord c'est quoi le plaidoyer, ensuite identifier les besoins qu'elles ont et pouvoir adresser leur plaidoyer à qui de droit. Les partenaires techniques et financiers du projet Femmes Pro-Forêt s'engagent à accroître l'adaptation au changement climatique des femmes et jeunes femmes vulnérables et de leurs familles dans les paysages forestiers du dit parc. Donc nous, on est là surtout pour faire le lien entre les droits des femmes et les changements climatiques. Donc c'est un peu le but de ce projet et aussi particulièrement de ces formations auxquelles les femmes ont pu participer. Durant la formation, les participants ont été outillés, entre autres, sur les liens entre le changement climatique et les droits des femmes, les causes qui contribuent aux impacts différenciés des changements climatiques selon le genre. Au retour de nos différentes localités, nous allons faire le compte rendu des avantages des enseignements reçus du projet et nous les remercions avec les partenaires. On nous a enseigné aussi l'inclusion. La plupart des organisations ont les mêmes objectifs mais vont en rang dispersé. Désormais, nous comptons aller vraiment en union afin que nous soyons
plus solidaire parce que, comme disait quelqu'un, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc les femmes ensemble dans les organisations pour mieux faire face aux phénomènes climatiques qui sévissent dans le monde. Le projet Femmes Pro Forêt lutte contre la destruction de l'environnement dans le parc national du Moyen-Bafing. Le projet est mis en œuvre par UPADI et la chaire de recherche du Canada en économie écologique en partenariat avec Equitas, un projet financé par le gouvernement du Canada. Célébration de l'an 46 de la révolution iranienne. L'événement a connu la présence des autorités guinéennes. La cérémonie a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Dr Maurice Anda Kouyaté, Falilou Diallo, Abdoul Karifa Keïta. C'est le jour qui marque le clou final de la révolution iranienne. L'appel à la conscience collective a été lancé par l'ayatollah Khomeini depuis la France dans les années 79. 46 ans après, cette victoire est toujours célébrée. Mais ces derniers temps, les différents régimes de Téhéran traversent des crises majeures. Qu'à cela ne tienne, la révolution tient toujours debout. Nous nous engageons à développer nos relations amicales et fraternelles avec tous les pays amis, y compris et surtout la République de Guinée, et nous espérons qu'à l'avenir, le volume de nos relations et de notre coopération dans les domaines économiques augmentera d'une manière digne et appropriée de relations intimes entre nos deux pays. À Conakry, les différents régimes ont toujours accompagné la République islamique d'Iran. Déjà, une unité industrielle est réalisée par le pouvoir de Téhéran à Conakry. C'est en guise de reconnaissance des efforts fournis par le président Ahmed Sékou Touré dans le conflit Iran-Irak. Une des preuves de notre coopération avec vous, c'est qu'aujourd'hui, l'un des ministères les plus prestigieux en termes de bâtiments, je dis bien sûr, en termes de bâtiments, c'est notre département, le ministère des Affaires étrangères. Cet immeuble, cet édifice, ce building a été offert gracieusement par la République islamique d'Iran. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous féliciter au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui m'a chargé de vous présenter particulièrement ces félicitations à vous, à votre peuple et à votre président Massoud Pezekian, qui aide aujourd'hui à la tête de ce pays, la République islamique, à être résiliente et à faire face à son développement. Encore une fois, bonne fête. Au cours de la célébration de la fête nationale de ce pays, frères et amis, les volontés exprimées par les deux présidents guinéens et iraniens ont été partagées de part et d'autre. Conakry et Téhéran comptent mieux élargir cette coopération dans le domaine économique. Des voyages sont annoncés pour accompagner les acteurs économiques locaux. Pour finir, destination d'Alaba, la ville qui a abrité le lancement de la saison touristique 2024-2025. Une période qui court jusqu'au mois d'octobre prochain. 3 mois après donc le lancement, les acteurs du secteur s'y retournent pour admirer certains attraits de cette préfecture qui a très tôt attiré l'attention des colons. Nos reporters Ousmane Bar et Mamadou Djoumaba nous montrent le paysage fascinant de Dalaba. C'est notre grand format de cet après-midi. De par sa nature exubérante, avec un paysage fascinant qui offre un beau temps, un climat doux et une humidité spécifique, Dalaba se révèle comme une perle dans le massif du Fouta Djallon. Très tôt attirés par cette beauté, les colons qualifient Dalaba de la Suisse africaine de Guinée. Ils s'y installent et expérimentent la plantation des arbres exotiques tels que le pin, à l'image de ce jardin appelé Jardin Chevalier du nom d'Auguste Chevalier, un botaniste français qui a expérimenté cette essence en 1908. Parti en France, il revient en 1918 et constate la réussite des échantillons. Telle est la genèse de ce jardin. La forêt a été appelée forêt des pins, c'est parce que c'est ici qu'il a essayé de la première plantation des pins. Ça ne se trouvait nulle part en Guinée. Mais c'est après que ça a réussi en 18, après la Première Guerre mondiale, il est revenu. Il a trouvé que les pins ont donné, ça a poussé.
Et depuis lors, il a essayé de mettre dans les autres endroits de la ville de Dalaba, même à Pita. Les pins se trouvent à Pita actuellement. Donc après ça, en 1945, l'endroit là où nous sommes a été placé comme forêt classée. Dans le jardin, plusieurs autres espèces exotiques. Des arbres centenaires sous lesquels l'humidité crée un microclimat qui accueille si bien les visiteurs. Des arbres aux écorces odoriférantes, des feuilles au parfum qui embaument l'atmosphère. Les couloirs sont arpentés par les visiteurs. Pour cette occasion, ces motards s'offrent le plaisir de faire une parade. Il a essayé les pins, les eucalyptus, l'érable, les bambous, les caféiers, le cannelier. Il a trouvé que tout ça marche. Il a fait cette exécution un peu partout à Dalaba. Il est parti vers Ifak là-bas, il a essayé. Les pins et les canneliers sont là-bas encore. Dalaba, ce sont aussi les sites historiques. Ici, c'est Fugumba, la capitale religieuse du Fouta théocratique, qui faisait aussi office de parlement. C'est l'endroit où l'on intronisait les almamis de 9 provinces appelées Diwe. Cette première case était la salle d'attente. Cette autre plus grande était la salle de couronnement. Des sanctuaires qui ont résisté à l'usure du temps avec ses intempéries pendant des siècles grâce aux entretiens assurés par les gardiens des temples. Il y a eu 14 almamis. Parmi les 14 almamis, le couronnement se faisait ici, chez nous ici. Et parmi les 14 almamis, parce que c'était un modèle d'organisation sociale en avance sur son époque, il y avait l'alternance. Le premier almami, Karamoko Alpha, le deuxième almami, Souri Maudo. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'alternance entre les Souria et les Alfaya. Et parmi les 14, il y a eu 7 de chaque côté. Et actuellement, la case que nous avons ici a été présentée comme un site pour le patrimoine mondial. Et nous remercions très sincèrement le ministère de la Culture, le gouvernement guinéen, qui a fait en sorte que la case de couronnement du Fugumba soit parmi les 5 sites témoins présentés à l'UNESCO. C'est une famille qui entretient cette case et le sol n'a pas changé, les murs n'ont pas changé. C'est la toiture qui est le teinté qu'on renouvelle chaque 15 ans s'il n'y a pas de termites. Donc il faut remercier tout le monde que c'est un patrimoine maintenant. Et nous sommes heureux qu'on mette ce patrimoine aujourd'hui en lumière. Le couronnement aussi, c'est les turbans des 9 Diwe qui représentent les provinces. On commence par le turban de Fugumba, on termine. Mais l'almami reste pendant 9 jours ici. Et chaque matin, on enlève un turban. Quand ça reste le turban de Fugumba, on fait une délégation qui l'accompagne jusqu'à Timbo, parce que c'est là-bas qui est la capitale administrative. Dans la même contrée, ce site emblématique du tourisme guinéen, c'est la chute de Ditine. Une marche de 20 minutes en traversant des précipices et des monticules arides donne accès au site. Sur place, l'on découvre une merveille naturelle. Une chute de près de 80 mètres, laissant échapper une brise qui chatouille la peau comme signe de bienvenue et de réconfort après un long parcours. Alors nous sommes bien ici pour admirer cette belle nature au beau ciel, que la nature sature de ses rayons qui se prosternent devant la profondeur des nuits. Et quand on dit que Dame Nature a doté la Guinée des plus beaux sites touristiques, la chute de Ditine en est une parfaite illustration. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.